du pouvoir d'État. Rien, je dis bien rien, de ce qui a été convenu entre nous dans l'honneur et dans la dignité n'a été compromis fondamentalement. Dans ce pays, Radio Cancan marche à pleines ondes, de manière univoque. Il serait souhaitable que de temps en temps, une voix haute vienne au secours de la vérité. Cette voix devrait être la vôtre. Mais si Radio Cancan arrive à vous abuser, vous, quoi faire? Que faire? Là est la question. Une majorité présidentielle n'a de sens que si elle est en soutien intelligent, constant au projet. Entre politique, je vous le dis en toute franchise, m'a laissé sur ma faim, une grande faim. Si une douleur a été mienne ces temps-ci, c'est bien celle-là. Non seulement la salle n'était en rien conforme à ce que nous sommes censés être, la majorité de ce pays, mais en plus, le propos. Je ne m'y suis pas reconnu. Je l'ai dit, je le dis et redis avec panache. Moi, je ne suis pas venu dans ce pays pour piller le Mali. Je suis venu pour régler les problèmes de ce pays-là. Et Inch'Allah, on les réglera. Moins d'un an de gestion, les priorités ont été clairement affichées. Si l'on veut établir l'État sur ses pieds, la colonne dorsale de l'État, c'est quoi? Ce sont les forces armées. La mission première était de faire en sorte que cette armée-là redevienne confiante en elle-même. Comment un soldat peut-il être confiant en lui-même s'il est dépénaillé, s'il est en guenille, s'il est clochardisé, s'il n'a pas le moindre équipement? Telle a été la première mission à moi, confiée par moi au ministre de la Défense. Trouver les voies et moyens pour que notre armée en soit une. Cette mission est ici attachée. Que dans le parcours, il y ait eu, ça et là, quelques aspérités, il reviendra aux gens commis pour se faire de le dire. D'où l'ex de l'ex. On ne m'a pas entendu. Parce que je suis responsable. J'attends d'abord d'être édifié sur certaines choses. Mais le parcours en lui-même, la démarche en elle-même, n'ont rien de faire en sorte que l'on puisse raser les murs, baisser les yeux devant cela dont on sait très bien comment, en leur temps, ils ont fait les choses dans ce pays. Quel complexe dès lors avoir? Je n'en ai pas. Et je n'en aurai pas. J'ai dit devant les chefs religieux de ce pays hier, qu'un centime de ce peuple-là, de ce pays, qui ne m'est dû, n'a jamais été dans mon escarcelle et ne le sera jamais jusqu'à ma mort. On ne se refait pas à 70 ans. On n'apprend pas à être ce qu'on n'a pas été, ce qu'on n'a jamais été. Donc, j'ai besoin d'une majorité confiante. Pas d'une majorité docile au service, sûrement pas. Ce serait faire injure aux hommes et aux femmes de qualité que vous êtes. Il n'attend pas ça de vous. Mais à cheval sur la vérité, défendant ce qui est en œuvre aujourd'hui, qui est en but à toutes les velléités de le contrecarrer, ce projet-là. Il ne sera pas contrecarré. L'abandon du Mali, de nos principes, de notre souveraineté, jamais je ne le céderai. On pourra essayer de me vilipender, de me couvrir de toutes les immondices. Rien n'y fera. Je sortirai comme le phénix. Car blanc comme neige je suis. Mais jamais je ne trahirai ce peuple-là. Si pour cela,
on doit essayer de me faire un sort, ok. Et s'il faut que je sois seul pour défendre mon honneur à ce niveau-là, je le ferai. Mais je pensais qu'avec ma majorité, nous pouvions à ce niveau-là porter le débat à un autre niveau que celui auquel on veut le confiner. Mais si nous-mêmes nous voulons l'avoir, en faisant accroire ce qui n'est pas, non, camarades. Camarades, non. La déception a atteint son comble. Je ne demande pas une complicité. Je demande un accompagnement intelligent. Même si dans le parcours, nous-mêmes, gouvernement, n'avons pas fait les choses comme elles auraient dû être faites. Parce que nous n'avons pas rasé les murs. Nous ne sommes pas un regroupement de mafieux ou de truands. Non. Des hommes d'honneur, de dignité, qui veulent porter ce pays où ils ont promis de le porter, et ils le porteront, Inch'Allah. Inch'Allah. Tel est le cap fixé, tel est le cap immuable. Et nul ne m'en fera dévier, nul ne m'en fera dévier. Camarades n'ont pas rasé les murs, n'ont pas à avoir honte. Tout sera passé au peigne fin. Et je dis et je répète encore aujourd'hui plus qu'avant, à la chrétien demain. Et à bas demain, pardon. À bas demain. Camarades, j'aurais voulu une introduction beaucoup plus nuancée, plus soft, mais la situation m'oblige à bien gérer le temps. Bien gérer le temps. Mais, évidemment, ma part dans cette affaire-là n'est pas mince. Peut-être que si, effectivement, nos rencontres étaient plus fréquentes, certaines erreurs de jugement ne seraient pas glissées. Argument facile. Mais que je retiens. Argument spécieux, mais que je retiens. Moi, j'ai une très très haute idée de la mission que le peuple malien m'a confiée. Et vous en avez été pour beaucoup, tous partis politiques là, ici présents, m'avaient porté à ce niveau-là. Parce que quelque part, vous étiez convaincus que vos sentiments et vos soucis de préservation de la souveraineté de ce pays, de sa dignité, de son honneur, pouvaient être incarnés à ce niveau-là. Je vous en sais gré. Et au jour du bilan, je ne serai pas besogneux, je ne serai pas à la tête basse, Inch'Allah. Notre pays a des amis à travers le monde qui ont fait serment de nous aider à nous booster parmi les nations émergentes de ce début du XXIe siècle. Avec leur effort, avec leur appui amical, Inch'Allah, nous y parviendrons. Maintenant, pour l'actualité, nous sommes en Alger depuis hier soir. Notre délégation est arrivée hier soir en Alger pour l'avant-dernière peut-être phase de ce que nous avons appelé les pourparlers d'Alger. À ce niveau, rien n'a été signé. Rien n'est compromis. Et sûrement pas que le genre a signé en catimini quelque trahison que ce soit de ce peuple-là, jamais. Et ceux qui le susurrent, le murmure, le savent très très bien, qui nous ont toujours vus sur le chemin de l'honneur, où nous aurions voulu d'ailleurs leur compagnonnage. Hélas. Donc rien n'a été signé ou engagé qui mette en cause la souveraineté, la dignité et l'honneur du Mali. Rien. Des éléments, après les 3 premières phases,
une phase première au cours de laquelle, que l'on peut appeler entrer en matière, où nous nous sommes retrouvés avec nos frères du Nord, là également aussi les groupes armés, de quelque obédience qu'ils fussent, pour déjà convenir d'une feuille de route, de la méthode, comment travailler. Il ne s'agit pas qu'on se réunisse et qu'on sache ce qu'on va faire en se réunissant. La feuille de route a été laborieusement élaborée, conçue et acceptée, admise d'accord parti. Les grandes lignes, vous les savez. C'était pour permettre au moins de canaliser et de baliser pour que les dérives auxquelles nous attendions n'empêchent pas d'avancer. Je ne veux pas revenir sur les prémices de toute cette affaire-là. J'entends ces jours-ci que nous serions des myopes politiques, des aveugles politiques même, d'être engagés dans des pourparlers avec des groupes armés. Je rigole. Si quelqu'un dans ce pays l'avait regretté, c'était bien moi. Mais État, nous sommes. Dans nos engagements internationaux, nous les tenons. C'est nous qui avons été sollicités des Nations Unies. C'est nous qui avons fait intervenir le Conseil de sécurité dans nos affaires. Je rappelle quelquefois que il fut un temps où, avec le président Konaré, nous avions souhaité de tous nos voeux que jamais nous n'ayons à faire intervenir sur le sol malien un casque bleu. Si nous en savions toute la portée, tout ce que cela pouvait induire, nous le savions, ne serait-ce que d'intelligence comparative de ce que nous voyons ça et là. Mais si, dans la situation où nous sommes trouvés, dans la déliquescence achevée de l'État du Mali, nous n'avions eu d'autres ressources que de nous tourner vers la communauté internationale et il fallait en assumer toutes les conséquences. Oui. Dès lors, le Conseil de sécurité a eu à connaître du cas du Mali. Du cas du Mali. Et à travers des résolutions que l'on peut réputer pertinentes, les unes, chaque fois d'ailleurs, chaque fois c'était un pas de plus dans l'engagement pour que le Mali préserve sa souveraineté et son intégrité physique. Cela est très important. Bien sûr, on y a mis des soucis relatifs aux droits de l'homme. Parce que l'on avait fait croire à certains que nous serions en projet dans ce pays de massacrer une partie de notre population. Propagande absolument absurde, ignominieuse, tant dans ce pays, jamais de mémoire d'homme n'a existé la moindre parcelle de haine raciale ou de rejet racial. Nous avons l'habitude, c'est le pays de la parenté à plaisanterie, où nous nous acceptons dans l'échange fraternel, humoristique, mais point final. On dira pourquoi tu as été chercher ce gros négroïde du Sud, alors que, s'agissant d'une femme d'une de nos sœurs du Nord, tu n'as pas besoin d'aller là-bas, tu as des parents ici au nez aquilin, cela aurait pu suffire. Et puis on passe. Tel est le Mali. Il n'y a aucune famille dans le Haoussa et dans l'extrême nord du Mali, dans la zone pastorale, qui n'est sa correspondante sur la zone fluviale. À travers des échanges multiséculaires, en Pocérie du Nord, en Selle du Nord, contre les céréales, les vivres du Sud et l'or du bambouk et du bourré. Les mêmes que nous écoutons encore aujourd'hui à Sadioula et ailleurs. Tel a toujours été le Mali. Tel demeurera le Mali. Et à ceux qui voulaient redessiner, il y a cette ambition qui est souvent constante
Et j'ai eu, lors d'un débat avec un des grands idéologues qui nourrissent les réflexions de nos frères Bienvenera, à lui dire que de bien revoir sa géographie et son histoire, que je sache en tout cas la figuration physique, géographique, la plus ancienne connue du Mali, je lui dis, est du XIVe siècle, 1375, Abraham Cresques, géographe catalan. Cette carte est connue. J'en ai vu l'original dans le hall de Anglo-Gaulle à Johannesburg. Donc qu'est-ce qu'on nous raconte? Qu'est-ce qu'on veut de nous? Je dis, on peut essayer de trimballer Ibeka, de le salir, de le faire. On ne réussira pas à subjuguer le Mali. Qui que ce soit, Ibeka aujourd'hui ou tel autre demain, ne pourrait pas trahir le Mali impunément. Et aucun projet qui ne soit conforme aux aspirations profondes de ce peuple-là ne pourrait prospérer. Tout projet qui pourrait aboutir par un biais ou un autre à une quelconque partition du Mali engendrera pour le monde une instabilité en termes de paix pour des siècles. J'en suis convaincu. Tant que sur la terre des hommes, il existera un Malien. Donc, qu'on aille à l'essentiel. Qu'on laisse de côté toutes les lubies, toutes les illusions dans lesquelles certains voudraient entretenir nos frères. D'autonomie, d'indépendance, de fédération. Non. Ça ne pourra jamais prospérer. Par contre, revoir le vivre ensemble, de manière intelligente, innovative, pour que chacun, dans le segment qui est le sien, se sente à l'aise dans ce pays-là, cet espace que Dieu nous a offert. Oui, d'accord pour cela, qu'on avance ensemble, qu'on voit de manière intelligente comment réaménager notre vivre ensemble. Au plan de la gouvernance, au plan de la gestion de nos affaires locales, au plan de nos valeurs propres de civilisation, pour que nous fassions, comme nous l'avons été, à travers l'histoire, une belle symphonie, une belle symbiose. Tel est notre projet. Et conforme en cela à ce que l'immense majorité du peuple malien souhaite, au mandat qu'on nous a confié. Comment confier? Qu'on m'a confié. Et qui est prégnant en moi à chaque seconde de ma vie. Nous ne sommes pas venus à la politique par hasard, par opportunisme, pour en être, pour être. Nous étions mes devoirs d'honneur, mes devoirs sacro-saints de servir la patrie, le peuple. Pas pour nous faire les poches à la manière de certains aigrefins. La politique pour nous n'est pas un fonds de commerce. Elle est un lieu de contribution positive à la vie du peuple, à faire avancer le peuple, à améliorer son sort, ses conditions d'existence, à faire de lui un contemporain de son siècle et non pas archaïque par rapport à son siècle. Voilà le projet. Dès lors, on ne peut avoir de complexe. Ibeka n'a d'action dans aucune société, ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Et tout ce que nous possédons est dans le patrimoine déposé et renouvelé auprès de la Cour suprême. Je ne crois pas que je puisse avoir quel complexe de limpidité, de transparence par rapport à qui que ce soit dans ce pays. Qui que ce soit. Ici ou ailleurs. Parce que telle est l'éthique.
Première phase, donc, j'en suis encore là. Feuille de route. Laborieusement conclu, laborieusement. C'était un jeudi, oui, un jeudi. J'étais en face des autorités religieuses de ce pays, ici, dans cette même salle encore, quand l'on m'a glissé une note me disant que les pourparlers avaient achoppé sur le point de l'inclusion ou non, de la réaffirmation ou non du principe de laïcité. J'avais réagi en disant de transmettre à la délégation que ce principe ne saurait être négocié, n'est pas négociable. Et que si c'était là une nouvelle manière de bloquer les choses, tant pis, que la délégation rentre à Bamako. Je crois que la raison a fini par s'imposer. Les médiateurs internationaux ont dû intervenir pour dire attention, l'accord de Ouagadougou, l'accord préliminaire de Ouagadougou, toutes les résolutions pertinentes des Nations Unies, du Conseil de sécurité, font du respect de ces principes-là un cadre aujourd'hui convenu, acté par la communauté internationale et désormais non négociable. Vous ne pouvez pas maintenant, à ce détour-là, vous rebiffer, sous peine de vous dédire. Soyez donc conséquents avec votre propre signature. Là, on a passé le cap. Pour, dans la seconde phase maintenant, entrer dans l'échange maintenant de propos et d'exposer chacun de motifs et de projets par rapport à l'objet. Donc on a eu droit, côté des mouvements, au sempiternel récit de tout ce qui est reproché à l'État malien, marginalisation, non-équipement, violence absurde, gestion militaire barbare, et j'en passe. En face, nous avons dit, nous souhaitons vraiment que chacun reprenne raison. Si l'on devait, chaque fois que l'on se rencontre, se mettre à faire la litanie de ce que l'on reproche à l'autre, on n'avancera pas. Nous avons en nous, saignant comme si cela avait été fait aujourd'hui, frère, le sang de nos fils, les 110 égorgés à Guéloc. Ce n'est pas perte et profit. Mais nous disons avançons. Avançons. Ne soliloquons pas. Dialoguons. Chacun a de la douleur, a des plaies quelque part. Nous savons tous ce qui s'est passé, qui nous a conduit à cette situation-là. Du fameux projet d'OCRS, Organisation commune des régions sahariennes, le parti colonial n'a pas disparu encore dans certains pays. C'était le temps, nous étions très jeunes, mais nous suivions auprès de nos aînés, de nos pères et de nos oncles, l'évolution du monde et de l'Afrique. La découverte du pétrole dans le sud de l'Algérie était récente à Hassim et Saoud, faisant presque versant avec le Mali. Il y avait, pour les besoins de la puissance nucléaire française, des essais atomiques dans l'atmosphère à Reagan. Reagan était un périmètre de tir. La mobilisation mondiale, puissamment animée par les leaders progressistes d'Afrique de l'époque, dont le grand président Modibo Keïta, ce combat a réussi à faire partir ce projet vers d'autres horizons
sur l'atoll de Mururoa, dans le Pacifique. Mais ces combats ont amené à s'interroger. Les stratèges se sont dit, mais attention, si cela doit continuer, nous allons perdre tout doucement. Par hasard, j'ai regardé un documentaire hier sur la montée d'un parti d'extrême droite en France. Quand j'ai entendu son leader presque pleurer en évoquant Dien Bien Phu, en disant que ça a été le début de la perte de l'Empire. Ça veut dire beaucoup de choses. Nous avons de la mémoire. Donc, à l'orée des indépendances, certains stratèges se sont dit, ces régions sahariennes n'ont pas dit encore toute leur vérité, notamment en ce qui concerne leur sous-sol. Nous savons, les peintures rupestres du Tassili et Niger sont là sur le plan archéologique pour indiquer que ça avait été lieu de civilisation et civilisation brillante. Les pasteurs à Bovidé, dont les peintures garnissent ces murs-là, ces grottes, sont un témoignage vivant de civilisation brillante du néolithique à la période moderne. Le néolithique étant l'âge de la pierre polie. Néo, c'est ce qui est nouveau. Lithos, c'est la pierre. C'est une période archéologique. Donc, sont dit, on pourrait faire en sorte, d'accord, ils vont être indépendants, mais on va soustraire de leur souveraineté la bande qui va de l'Atlantique au Barel Ghazal. C'est l'ouest du Soudan. Donc qui presque contribue à Darfour et qui est donc contribue au Tchad. Cette bande-là, nous allons la préserver. Nous allons la préserver sous l'appellation d'Organisation commune des régions sahariennes, qui va englober tous les peuples nomades de cette zone-là. Et en expliquant aux uns, en mettant l'argument économique plutôt en avant pour d'autres, il ne faudrait pas que vous soyez quand même les dénoms de la farce par rapport à ces peuples noirs, négroïdes du Sud. Et quant à vous, Touareg, vous ne pouvez pas être les seuls maudits de la race blanche à être dirigés par des Noirs. C'est des faits d'histoire que je relate là. Qu'on n'y voit aucune espèce d'observation de situation, explication pour compréhension de la situation. Ce projet de l'OCRS n'a pas pu prospérer. A été combattu, battu en brèche. Mais ces stratégies-là sont intelligents. D'accord, on va partir, mais militairement, nous ne partirons pas de ces zones-là, nous allons rester là. Cela également a été résolu pour le cas du Mali, un certain 20 janvier 60, 61, je ne sais plus, par l'évacuation des dernières bases de ce pays-là. Il faut que l'on ait l'histoire là. Ce n'est pas aujourd'hui que ces choses sont créées ex abrupto. Elles viennent de loin. Elles viennent de loin. On retient à l'histoire que la cohabitation des peuples n'est jamais sans effet. Jamais sans effet. Certains administrateurs ont été plus célèbres que d'autres. Un certain Clausel est connu dans l'histoire du Mali. On sait la part qu'il a prise dans les premiers mouvements, les premiers soulèvements au nord, Kidal. On le sait. Cela joint à l'époque à une crise dynastique au sein de la famille Intala. Après être décédé, ses fils Zaïd et Intala se disputaient
la prééminence. Zaïd ne voulait pas entendre parler du tout de Mali. Le gouvernement du Mali s'est mis en rébellion, a cherché à s'équiper quand il n'a pas pu avoir le soutien ouvert, je pèse mes mots, soutien ouvert des bases françaises de l'époque qui étaient là-bas. Il s'est rendu à Tamanrasset où il pensait convaincre nos camarades du FLN de l'aider, qui non seulement ne l'ont pas aidé, l'ont chassé, et on dit qu'ils vont le combattre aux côtés de l'armée malienne. Car eux savaient ce que le Mali faisait comme soutien, comme base arrière de la révolution algérienne, via l'homme de Gao, Abdelaziz Bouteflika, qui animait la 7e wilaya, l'armée du Sud. L'affaire finalement s'est tournée en désastre pour Zaïd. N'ayant pas pu trouver de soutien du côté algérien, il s'est mis à attaquer les bases françaises et j'ai vu sa perte. Il a été tué. Intala a accepté de se reconnaître malien et de travailler avec le gouvernement du Mali. Ce que je lui ai rappelé quand j'ai été à Kidal lors de la campagne présidentielle, parce que je me suis simplement dit que je ne pouvais pas prétendre à la majorité suprême de ce pays-là si je ne pouvais pas aller partout au Mali, y compris dans une zone litigieuse comme Kidal. Je l'ai fait ce jour-là à mes risques et périls. Je sais comment j'ai été accueilli sur l'aéroport de Kidal. Femmes et enfants poussés au devant de nous. Bref, pour dire à Intala, je te considère comme un des piliers de ce pays. Car dès l'instant où tu as rejoint le président Modibo Keïta, tu as été, dans le cadre de l'USRDA, tu as aidé à mettre en place la République du Mali. Tu ne peux pas être aujourd'hui de ceux qui voudraient venir casser ces piliers-là et faire écrouler l'édifice. Là n'est pas Intala. Je ne te reconnaîtrai pas dans ça. Et sa dernière lettre que j'ai reçue il y a un mois m'indique que ce propos-là avait fait mouche. Il me le rappelle. Donc je pense que quand on sait les fondements politiques, idéologiques, culturels qui sous-tendent cette affaire-là, nourrit maintenant à l'aune moderne des convoitises en ressources minières, on comprend la complexité de ce problème du Nord. Dit du Nord pour noyer le poisson. Tellement que je recuse parce que Tombouctou et Gao ne posent pas de problème. Ils sont même indignés qu'on veuille les faire sujet d'une prétendue république de l'Azawad, qui serait les serviliser. Les serviliser. Donc, nous savons les fondements. Et ce n'est pas mon... qui n'ignore pas ces choses-là, qui ferait n'importe quoi. Aujourd'hui, face à nos frères en Algérie. L'essentiel ne sera jamais cédé. L'essentiel ne sera jamais tu. Nous le dirons à qui voudra entendre et à qui ne voudra pas l'entendre. Donc on aille à l'essentiel. Je rappelle que lors de la dernière Assemblée générale des Nations Unies, à New York, pour l'une des premières fois, l'une des rares fois, il y a eu une réunion générale du Conseil de sécurité qui a débordé les pays membres permanents et les pays élus pour un mandat. Nous étions tous là, séance présidée par Barack Obama, sur la nécessité désormais pour les pays du monde entier de se liguer pour lutter contre le terrorisme, considéré comme
un danger mortel pour notre monde. Pas tel ou tel parti, mais le monde entier. À ce qu'elle a de contre-valeurs par rapport à tout ce qui nous a fait. Tout ce qui nous fait. Quand on peut, avec allégresse, décapiter sans aucune raison qui puisse tenir la route, quand la vie n'a plus d'importance que pour effrayer, et c'est là l'essence du terrorisme, faire peur, effrayer, faire peur, attenter à la vie d'innocentes personnes, le monde est en danger. Mais alors, j'ai dit dans ce cas-là, que l'on comprenne que ce qui se passe au Mali n'est pas une affaire malienne. Pas une affaire malienne. Ça va bien au-delà du Mali. Et je ne cesse, qu'on le veuille ou non, de rappeler, de dire et de redire que nous avons ici une ombre qui pèse sur toutes les affaires maliennes, un élément déstabilisateur essentiel, Yad Agali. Quand ce monsieur, que l'on dit ne pas savoir où il est, chacun, on sait, ceux qui savent, ceux qui ont les moyens savent où il est. Savent où il est. Quand ce monsieur a osé saluer la naissance du califat, la création du califat au Moyen-Orient, s'en est réjoui, a dit la convergence des projets. Je crois que ce n'est pas seulement le Mali qui doit s'inquiéter de cela. C'est un message à l'endroit du monde entier. Donc, ce n'est pas une affaire malienne. On a ouvert la boîte à Pandore, alors que l'on pouvait résoudre tranquillement la question de l'instabilité au nord du Mali, dans le sillage de l'intervention de la communauté internationale et singulièrement de l'armée française. Quand, je le dis, ça aussi, il y a eu des malices. Un mouvement qui avait été bouté hors du Mali s'est retrouvé au devant de nous, à Kidal. Et nous avons été empêchés d'y aller, au motif de crainte de massacre, d'atteinte grave aux droits de l'homme. Pourquoi j'ai dit à Paris que nous ne sommes pas dans un schéma d'extermination de peau rouge? Ça a été acté dans l'histoire ailleurs. Nous sommes un peuple un. Qu'on ne fasse pas autre que ce que nous avons toujours été et que nous sommes. Tout va de là, tout vient de là. Et n'oublions jamais par quoi le mal est entré. C'est bien le MNLA qui, en janvier, a lancé cette affaire-là au Mali, à travers laquelle sont engouffrés les terroristes. Parce qu'on nous piège aussi sur le terme djihadiste. On sait que dans la dina, la djihad, presque quelque part. Donc si on dit qu'ils sont anti-djihadistes dans les pays arabes, dans certains pays arabes, et Al Jazeera ne s'en est pas privé, c'est comme si c'était une affaire au Mali entre croyants et mécréants. Pourquoi je préfère le terme de terroriste? Que chacun comprend maintenant, y compris ceux-là qui ont ce souci. Il s'agit de cela, dans la mesure où il s'agit de banditisme international, trafic de drogue, cercle vicieux, un système presque estonien, David Eston, un système presque estonien qui se nourrit de lui-même, parce que la drogue nourrit l'ensemble du système. La drogue permet d'avoir de l'argent, des ressources énormes, avec lesquelles on peut acheter des armes. Et vous voyez comment c'est logique tout ça. Les routes de la drogue étant de plus en plus cernées,
Mais ayant permis l'acquisition d'armes sophistiquées, on monte maintenant à l'assaut d'États organisés. Et pourtant, bien entraînés, puissamment entraînés même. Donc, nous avons besoin de paix, mais pas à n'importe quelle paix, pas à n'importe quel prix. Mais nous avons besoin de paix pour que notre contrôle de ces zones soit effectif, pour que le développement du Mali auquel nous devons nous atteler de toutes nos forces puisse enfin se dérouler de la manière la plus convenable, la plus souhaitable et la plus efficace possible. Comment développer un pays si dès qu'on commence, on lance un projet routier, première lame tracée, 2 jours après, le chantier est attaqué, les engins sont enlevés. Au début, j'avoue que je me suis posé la question, pourquoi sur nos chantiers de routes, de barrages et autres, on a enlevé systématiquement les engins? Mais oui, c'est simple. C'était pour bunkeriser l'espace que nous avions abandonné dans le nord. Et pourquoi, en 2006, nous avions, et là, chers amis, la classe politique ne nous avait pas compris à l'époque, vu ce qui avait été dit, on veut la paix. Mais au-delà de la paix, nous voyons ce que militairement cela supposait. Pourquoi nous étions opposés à l'accord d'Alger de ce temps-là, qui devait aboutir à un abandon d'espace, de front, par l'armée malienne. On dit, mais nous ne sommes pas agrégés en sciences militaires, mais ça y est de bon sens. Tu dégarnis ton front de défense nord sans l'assurance que quelqu'un d'autre ne va pas s'y engouffrer. Il faut être terriblement naïf. Une naïveté qui confine à la trahison pour aller dans ce sens-là. Dès l'instant où nous avons quitté nos bases de défense, nos points de défense, ils ont été réoccupés, équipés. Je le disais encore hier, en sorte que quand vous regardez l'engagement de ceux qui nous combattent, ils sont toujours frais. Ils ont des bases de repli dans des rayons pas distants de 15 à 20 km de chaque lieu de combat. Ils peuvent se ressourcer, réparer leurs engins, leurs armes et remonter à l'assaut. Nos éléments des forces armées maliennes, braves. Mais qu'est-ce que la bravoure si vous n'avez pas l'arme qu'il faut? Qu'est-ce que la bravoure si vous avez faim? Qu'est-ce que la bravoure si vous avez soif? Dans des zones où il faut s'hydrater, il faut un minimum de 2 litres par jour, par homme. Quand la logistique ne tient pas, ne suit pas, comment le faire? Pour tout ça, nous avions besoin d'équipement. Non, on nous trimballe, nous avons commis un crime inexpiable, inouï. Non! J'ai promis en venant de faire de l'armée malienne, une armée équipée, et je le ferai. Inch'Allah. Je le ferai. Alors on nous voudrait extendre sans équipement nul, donc toujours à la merci de ces groupes d'armées-là, fragilisés à souhait. Regroupons nos intelligences. Le projet est trop grotesque. Il est trop grossier pour qu'il puisse nous abuser. Non. Nos pauvres éléments de FAMA, pour, quant à elles, se restaurer, se ressourcer, dans des conditions de logistique pas évidentes, sont obligés de venir sur Gao, sur Tombouctou. Vous voyez la distance. C'est un pays vaste, très vaste. Très vaste. Et je dis et je répète encore, il y a besoin d'équipements aériens. Dans le désert, quelqu'un peut à côté de vous, derrière une dune, vous allez tourner pendant des jours et des jours, vous ne verrez pas la personne. Le moyen aérien permet de savoir qui est là.
D'où la nécessité absolument pour nous d'avoir des moyens de défense aérienne. Il faut nous équiper. Nous en avons besoin. Alors considérer cela comme un crime, sans aucune espèce de discernement, parce qu'on le dit, la rumeur le dit, nous aussi on va y aller. Non, 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 non. Ce qui n'a pas été correct, si ceux commis pour les vérifications, nous sommes à ce niveau d'ailleurs, je n'ai pas de leçon à recevoir. Je me suis opposé à aucune vérification, à aucun audit. Cela est singulier en Afrique et dans le monde. Hein. Aucun. Et je n'ai essayé de circonvenir personne. Je l'ai dit lors du Conseil supérieur de la magistrature, j'ai dit, vous êtes là, messieurs, dames. Si j'ai un seul jour appelé l'un ou l'une d'entre vous, n'appuyez sur droit, n'a droit. Même pas le parquet qui dépend de l'État malien. Même pas le parquet. Alors quoi? Alors quoi? Dans quel pays africain il y a eu des gestions qui ont laissé les trucs ici? J'ai les dossiers de... C'est pas la peine. Je crois que l'homme d'État, où certains devraient se taire par pudeur. Non, ils veulent avoir le verbe haut. À ce niveau-là, on a les grandes oreilles, on a les grands yeux, on sait. Mais un responsable, on sait ce que le mot coûte, le verbe coûte. Et on fait attention. C'est ni la peur, sûrement pas, mais la responsabilité qui fait que l'on ne dit pas. Et alors, de grâce. De grâce. Quand on n'a pas la vertu avérée, on ne fait pas la leçon aux autres. Jamais de gestion solitaire de ce projet. Jamais. On peut ne pas aimer, comme on le dit chez nous, trivialement le lièvre, mais ses oreilles en imposent. Et sa vélocité également. Donc, cette quatrième phase doit être une phase théoriquement de pré-accord. Mais nous ne disons pas d'accord ou bien qu'un mauvais accord. Nous disons, nous souhaitons qu'on ait un bon accord qui supposera la prise en compte, la prise en charge de toutes nos préoccupations sur les questions essentielles, sur lesquelles nous ne serons pas transigés. Parce que si nous le faisions, ce ne serait pas pour aller vers la paix. Ce serait pour aller vers l'incompris permanent, dont nul ne saurait dire quelle pourrait en être la fin. Maintenant, j'en viens à la grande question de l'Ebola. Prions tous, prions tous. L'Ebola n'est pas un mythe. L'Ebola est une cruelle réalité. Et l'Ebola, malheureusement, a pu s'introduire chez nous. Le premier mode de transmission, la première voie de transmission a fait l'objet de grandes dissertations. Je n'y reviendrai pas. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, le cas caïsien a été bien cerné, bien traité, et il n'y a pas de séquelles. Les périodes d'incubation sont très largement dépassées. Et chose curieuse qui continue de m'étonner, la grand-mère qui a été en contact avec la petite fille, à ce jour, indemne. Ça, c'est vraiment un grand merci à Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi bien elle que tous les contacts dans tous ceux qui, de près ou de loin, ont été dans l'entourage, voilà, dans l'environnement de la personne. Et le corps médical est à saluer. Je voudrais ici rendre hommage au ministre de la Santé et à son équipe, singulièrement au professeur Sambasso, pour leur dévouement constant, même à l'heure où je vous parle.
Tamasso et son équipe sont en train de travailler. Dans cette mission-là, il y a beaucoup de journées rudes. Celle du 17, je m'en souviendrai toute ma vie. J'ai vu là, dans la pénombre d'une chambre spécialisée, traitement Ebola, un homme allongé qui, dès l'instant où il a dit que c'est le président de la République, que c'est le président Ibeka qui est là pour saluer, elle dit, je ne peux pas rester couché, levez-moi. On l'a levé. Une infirmière espagnole et un infirmier malien l'ont amené dans l'embrasure de la porte. Je l'ai clairement distingué. Et je lui ai dit, mon fils est jeune, le docteur Yamandé est très jeune, je lui ai dit, mon fils, je suis venu te porter le salut, l'encouragement et les prières et les vœux de l'ensemble du peuple malien. Ton courage nous en impose à tous. Ton serment d'Hippocrate, tu le prouves là, n'a pas été un vain mot, une formalité. Tu le vis dans ta chair, dans la douleur, avec une dignité que l'on se doit de respecter. Tu me remercies d'être venu, mais c'est mon devoir. Mon devoir de chef d'État et mon devoir de père. Et habituellement, l'on me sert d'une sensibilité que d'aucuns trouvent excessive, mais dont je n'ai jamais honte. Mais j'ai dit, mon fils, aujourd'hui, je tiendrai devant toi. J'ai le devoir de tenir devant toi. Je ne peux te montrer aucune faiblesse. Ton combat est courageux. Et te dire que tout le peuple du Mali prie pour toi. Nuit et jour. La veille avait été difficile pour lui. On ne pensait pas de retrouver en vie au matin. Au moment du petit déjeuner, on lui a dit que je venais. Pas qu'il a dit, si je dois partir, même une seconde après la vie du président, qu'Allah m'accorde cela. C'est une réalité, cette maladie-là. Cruelle. C'est pour ça qu'aucune négligence ne peut être tolérée. Aucune. J'ai vu ce qui est fait à Gigononi, que j'ai salué, qui est fait avec expertise. J'ai salué surtout le courage des expatriés. MSF, notamment MSF d'Espagne, totalement engagé auprès des nôtres, nuit et jour, là maintenant avec l'implication de la protection civile, de la médecine militaire, nous pensons que l'on va pouvoir avancer. Après le Mali, c'était pour voir dans quelle mesure le système était étanche. Le prix à payer est trop lourd, hein? Mais l'espoir est permis. Si le Nigeria a réussi à l'endiguer dans une ville, une mégapole comme Lagos, près de 20 millions d'habitants, sinon plus, nous pouvons nous le faire ici au Mali. Inch'Allah. Et nous le ferons. Il faut qu'on sensibilise, il faut qu'on informe, il faut qu'on informe. Mais surtout également, il faut qu'on fasse attention à la désinformation. La chose la pire en cas d'Ebola ou d'épidémie de ce genre-là, c'est la panique, c'est la psychose. Que l'on sache qu'il n'y a pas de malades ambulants, il n'y en a pas. Tout ce qu'on pouvait tracer l'ont été. Tous les cas qu'on doit suivre, cerner, le sont aujourd'hui. Que les fausses rumeurs n'abusent pas des gens. Et à ce niveau-là, vous avez un devoir important de communication, d'appui à la communication. Ça, je tenais vraiment à vous le dire.
et a souhaité que notre pays, in fine, soit le tombeau de l'Ebola. Dans l'épreuve, on reconnaît ses vrais amis. Et nous en avons beaucoup à travers le monde. Alhamdulillah. Nous nous félicitons une fois de plus de cette initiative consistant à consulter les forces vives de la nation pour leur donner des informations justes et fiables, différentes des informations que nous recevons effectivement des radios Cancan. Nous en exprimons notre profonde gratitude. Monsieur le Président, nous regrettons beaucoup pour le clash organisationnel de la première rentrée politique de la majorité présidentielle. Toutes les responsabilités seront situées pour que jamais de telles dérives ne se reproduisent. Toutefois, nous sommes persuadés que la capacité de remplissage d'une salle de 1000 places ne peut en tout cas résister aux possibilités de mobilisation, même du plus jeune parti, des 60 partis politiques que vous avez devant vous. Monsieur le Président, malgré ces débuts regrettables, ces partis signataires de la Convention des partis politiques de la mouvance présidentielle sont ceux disposés à s'engager pour appliquer et défendre votre programme politique. Vous pouvez être assuré de leur indéfectible soutien. Monsieur le Président, tout le programme de gouvernance au Mali semble s'articuler autour de l'acquisition d'un avion présidentiel, de l'achat d'équipements militaires. Certes, la procédure d'acquisition de ces produits ne serait pas peut-être conforme aux normes de passation des marchés publics en vigueur dans notre pays. Mais nous sommes persuadés que la majorité de nos compatriotes semblent d'accord que le président de la République dispose d'un moyen de déplacement sécurisé. À propos de cette affaire de malversation supposée qui défraie la chronique depuis plus d'un semestre et qui semble mal appréciée par le FMI et par ricochet par la Banque mondiale et l'Union européenne, nous soutenons, Monsieur le Président, en toute franchise, que certains de nos collaborateurs dont les dossiers auraient été transmis aux tribunaux soient soumis à des mesures conservatoires en attendant que leur culpabilité ou leur innocence soit établie. En conséquence, nous invitons le peuple malien à dépasser ce débat infructueux pour former une union sacrée autour du président de la République et de son gouvernement, pour que ne compte désormais qu'un Mali indivisible, apaisé et émergent. Quant au pourparlers d'Alger en cours, nous ne pouvons que souhaiter leur dénouement heureux si la ligne rouge tracée par vous-même sont scrupuleusement respectées, notamment le respect de l'intégrité territoriale d'un Mali indivisible, laïque, apaisé et sécurisé. Une régionalisation qui ne souffre d'aucune velléité d'autonomie, de fédéralisme ou d'indépendance. Le respect des processus de cantonnement, de désarmement, de démobilisation, de réintégration et de réinsertion. Le rejet d'une zone de développement spécifique dénommée Azawad. Une réinsertion judicieuse
avec des garde-fous capables de contenir d'éventuelles désertions autrefois récurrentes. Monsieur le Président, la Convention des partis de la majorité présidentielle se félicite des mesures conséquentes prises pour stopper la propagation de la fièvre à virus Ebola. Aussi, Monsieur le Président, nous vous félicitons pour votre visite hautement humanitaire dans les zones Ebola de Guinée, de Sierra Leone et du Libéria. Enfin, Monsieur le Président, la Convention des partis politiques de la mouvance présidentielle est en train d'élaborer un plan d'action dont la mise en œuvre effective avec des moyens conséquents pourrait améliorer la gouvernance dans tous les secteurs de développement si, en tout cas, vous nous soutenez, Monsieur le Président, avec tous les cadres que nous avons, avec toutes leurs compétences, nous pourrons vraiment contribuer à l'amélioration de la gouvernance dans notre pays. Enfin, Monsieur le Président, nous vous réitérons notre accompagnement sans condition et de façon indéfectible. Je vous remercie, Monsieur le Président. L'apport de la diaspora dans l'économie de notre pays n'est plus à démontrer. De nos jours, nombre d'écoles, de centres de santé, de magasins de stockage et autres forages d'eau sont réalisés par nos frères vivant hors